Bonjour à tous, il est 15 heures, ravi de vous retrouver pour ce journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la 13e séance du Conseil des ministres où 8 questions étaient à l'ordre du jour. Également dans l'actualité, à Gaza, une frappe israélienne sur une zone humanitaire a fait une quarantaine de morts et 60 blessés. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par le Conseil des ministres. En ce mardi 10 septembre s'est tenue la 13e séance du Conseil des ministres. La première question concerne un projet de loi de finances portant sur le budget rectificatif de l'exercice de l'année 2024. Écoutons pour plus de précisions le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 13e séance en ce mardi 10 septembre 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 9 questions. La première question concerne un projet de loi des finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2024. Ce projet de loi a pour objet la révision des prévisions budgétaires de la loi des finances initiale pour 2024 pour tenir compte des mesures et engagements nouveaux de l'État. Ce projet de budget rectificatif 2024 de l'État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de 157 milliards 327 millions de francs Djibouti, soit une augmentation de 4 milliards 800 millions de francs Djibouti, plus de 3% d'augmentation par rapport au budget prévisionnel initial de 2024 qui était de 152 milliards 490 millions de francs Djibouti. Le contexte économique régional et international est marqué par un ralentissement et une morosité qui impactent l'économie nationale. La croissance du PIB réel est estimée à 7,71%. Cette croissance est notamment stimulée par l'amélioration des activités portuaires au premier semestre 2024, ainsi que par une performance supérieure à celle anticipée dans le secteur de la zone franche. L'inflation a légèrement diminué, passant de 1,5% en 2023 à 1,4% escompté en 2024, principalement en raison de la baisse des prix des produits de base. La deuxième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers du Fonds de développement économique de Djibouti, plus connu sous l'acronyme FDED, pour l'exercice 2023. Les comptes financiers du Fonds de développement pour 2023 sont arrêtés en produit à 524 920 000 francs Djibouti et en charge à 401 368 000 francs Djibouti et dégagent un résultat positif de 123 521 000 francs Djibouti. Les produits de l'exercice sont en augmentation et passent de 524 millions de francs Djibouti en 2023 à 476 millions de francs Djibouti en 2022. Le résultat de l'exercice est en forte augmentation, c'est-à-dire plus de 318% par rapport à l'exercice précédent. Il passe de 29 400 000 francs Djibouti en 2022 à plus de 123 millions de francs Djibouti en 2023. Le total des produits connaît une augmentation de plus de 48 millions par rapport à l'exercice précédent. Les produits passent de 476 millions en 2022 à 524 millions en 2023. Les charges totales de l'exercice connaissent une diminution de moins 45 millions en 2022 et les charges de personnel connaissent aussi une augmentation de plus de 24 millions. Les disponibilités de fonds connaissent une augmentation de plus de 346 millions de francs Djibouti. En 2023, le Fonds de développement a enregistré une performance positive pour la deuxième année consécutive avec plusieurs indicateurs affichant des résultats positifs. La troisième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite. Les comptes financiers de la CMR pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit à 2 771 millions de francs Djibouti et en charge à 2 768 millions de francs Djibouti, avec un résultat bénéficiaire de 2 940 000 francs Djibouti. Le résultat de l'exercice est bénéficiaire et connaît une forte amélioration par rapport à l'exercice précédent. Il s'élève à 2,9 millions de francs Djibouti en 2023 contre moins 50 millions de francs Djibouti en 2022. Les charges de la CMR augmentent de 33,5 millions de francs Djibouti. Les postes de charges principaux sont les pensions de retraités et pécules, les charges de personnel et les achats de matériel et fournitures, ainsi que les services extérieurs. La quatrième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers
de l'électricité de Djibouti EDD pour l'exercice 2022. Les comptes financiers de l'EDD pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produit à 32 871 millions de francs Djibouti et en charge à 31 633 millions de francs Djibouti avec un résultat net excédentaire de 906 millions 42 000 francs Djibouti. Le résultat de l'exercice est bénéficiaire mais connaît une forte baisse, moins 1,26 milliard. Il passe de 2,17 milliards de francs en 2021 à 906 millions de francs Djibouti en 2022, soit une baisse de 58%. Le total des produits connaît une progression et passe de 31,3 milliards de francs Djibouti en 2021 à 32,8 milliards en 2022. Cette hausse est due à une augmentation du chiffre d'affaires composé des ventes d'énergie et de travaux et prestations. L'EDD a réalisé des investissements de l'ordre de 16,3 milliards de francs Djibouti en infrastructures essentielles, acquisition de logiciels, en construction, en installation technique et en matériel et outillage et en mobilier, ainsi qu'en matériel de bureau, matériel informatique et matériel roulant. Ensuite, le Conseil des ministres s'est penché sur les autres projets de loi à l'ordre du jour, réécoutant le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. La cinquième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Société immobilière d'aménagement foncier, plus connue sous l'acronyme SIAF, pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de la SIAF pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit à 2 184 milliards de francs Djibouti et en charge à 2 249 millions de francs Djibouti. Le résultat net de la SIAF continue de se résorber et passe désormais de moins 213 millions de francs en 2022 à moins 64 millions de francs en 2023. Les produits connaissent une forte augmentation, donc de 120%, et les charges de personnel représentent près de 28% du total, soit plus de 551 millions de francs Djibouti, et connaissent une légère hausse, 7% par rapport à 2022. La sixième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, plus connu sous l'acronyme d'ODPIC, pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de l'ODPIC pour 2023 sont arrêtés en produit à 259 912 000 francs Djibouti et en charge à 243 930 000 francs Djibouti. En 2023, l'ODPIC a poursuivi les réformes pour améliorer l'environnement des affaires et faciliter les procédures de création d'entreprises. En 2023 aussi, l'ODPIC a enregistré un résultat net de 15 980 000 francs Djibouti, moins que l'année antérieure. Durant les exercices 2022-2023, l'ODPIC a poursuivi l'amélioration de l'environnement des affaires en vue de faciliter le climat des affaires en continuant à œuvrer pour la facilitation des procédures de création des entreprises. La septième question est relative à un projet d'arrêté portant mise en place du comité technique de mise en œuvre et de gestion des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. Dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, notre pays a mis en place des mesures spécifiques visant à renforcer la sécurité nationale. Pour assurer la mise en œuvre effective de ces dispositions, ce projet d'arrêté a été élaboré pour la mise en place du comité technique de mise en œuvre et de gestion des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. Ce comité est chargé de coordonner et de superviser l'application des mesures prévues par le décret numéro 2024-053, présidence ministère de la Justice. Le comité technique bénéficie de l'assistance de l'Agence nationale du renseignement financier. La huitième question est relative à un projet d'arrêté portant mise en place d'un comité institutionnel de gestion lié à l'épidémie de la variole du singe, plus connue sous l'acronyme de Mpox. Depuis le 14 août 2024, l'épidémie de variole du singe, également connue sous l'acronyme Mpox, a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale. Cette maladie se transmet principalement par contact direct avec des lésions cutanées infectées, des liquides corporels ou encore des objets contaminés. Elle peut également se propager par le biais d'animaux infectés aux humains. Notre pays met en place un cadre institutionnel pour gérer cette crise sanitaire. Le projet d'arrêté prévoit un comité interministériel et un comité technique dont les missions consistent à coordonner les actions entre les différents ministères concernés et à mettre en œuvre les mesures de prévention.
Ce cadre réglementaire vise à structurer et institutionnaliser les efforts de lutte contre la variole du singe. Il permettra notamment de renforcer la surveillance épidémiologique par une détection rapide des cas tout en facilitant une réponse coordonnée des autorités nationales. Le cadre prévoit également des campagnes de sensibilisation auprès de la population et des professionnels de la santé, l'objectif principal étant d'assurer une intervention rapide et efficace pour protéger la santé publique. La 9e question concerne un projet de décret portant nomination. Madame Fathia Mohamed Farah est nommée directrice de l'Agence nationale de renseignement financier. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes et des Waqf a parrainé une cérémonie de lancement des activités éducatives et de formation à l'Institut de modération et culture de la paix dédié au lancement des activités éducatives et de formation de l'Institut de modération Al-Wasatiyya aux cultures de la paix sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Waqf. Ainsi, M. Moumin Hassan Barré a honoré de sa présence l'événement qui s'est déroulé sous le slogan cette année « Renforcer les valeurs de modération, de l'équité, de tolérance pour construire une génération consciente et solidaire » et a vu la participation du directeur général de l'Institut ainsi que des hauts responsables du ministère aux côtés de plusieurs imams, érudits, prédicateurs et membres du corps professoral de l'Institut en provenance notamment de l'Azhar el-Sharif. Les activités éducatives qui sont donc formées lors de cette cérémonie, le ministre ainsi que les responsables ont honoré de leur présence cette cérémonie. Quand vous entendrez le directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya a commencé notamment pour prononcer une allocution dans laquelle il a vanté les mérites de l'Institut. Entamant la série des interventions, le directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya, M. Al-Saleh Ahmed Abdallah, a commencé son discours en remerciant le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf pour son soutien constant et sa supervision des activités de l'Institut depuis son inauguration en 2023. Il a saisi cette occasion pour mettre en lumière les réalisations de l'Institut en présentant des programmes éducatifs mis en œuvre et leur impact positif sur les bénéficiaires et communautés dans son ensemble. Il a ajouté l'Institut de modération Al-Wasatiyya a dès le départ formé et préparé des imams, des prédicateurs dans divers domaines, y compris le domaine des technologies et l'utilisation de l'Internet. Dans son discours lors de cet événement, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf a remercié tout d'abord et a exprimé sa fierté pour l'organisation de cet événement, soulignant que les activités éducatives et de formation de l'Institut de modération représentent une étape marquante dans le renforcement de la pensée modérée. Le ministre a tout d'abord abordé les objectifs stratégiques de l'Institut en affirmant que parmi ses principaux objectifs figurent la fourniture de programmes éducatifs et de formation de haute qualité qui contribuent à former une génération de savants, de prédicateurs ancrés dans des principes de modération et d'équité. Le ministre a donc ajouté: nous assistons cette
opportunité pour stimuler les esprits et multiplier ainsi les efforts afin d'établir une méthodologie de coopération étroite entre l'Institut et les imams, les prédicateurs, les intellectuels et les académiques, tout en tirant parti des expériences précieuses de nos éminents invités et savants d'Al-Azhar. Nous invitons également à soutenir l'Institut dans le développement de programmes, de plans de curriculum. Le ministre a clos ses propos en exprimant sa gratitude et reconnaissance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien à l'Institut. Dans le reste de l'actualité, nous allons parler diplomatie avec cette remise de lettres de créance. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République de l'Inde et de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, M. Issa Abdillahi, a remis hier lundi 9 septembre ses lettres de créance au président de la République des Maldives en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République des Maldives avec résidence à New Delhi. Lors de cette cérémonie de remise de lettres de créance, le président a accordé à l'ambassadeur djiboutien un bref entretien au cours duquel ce dernier lui a transmis les salutations chaleureuses de son homologue le président Ismaël Omar Guelleh. Durant cet entretien privilégié, l'ambassadeur a mis à profit la remise des lettres de créance pour saluer l'état des relations privilégiées bilatérales entre nos deux pays, tout en échangeant avec le président sur les questions d'intérêt commun et sur les opportunités de coopération bilatérale, sur la consultation, la collaboration mutuelle dans les instances internationales. Retour à Djibouti avec cette cérémonie de distribution de la première tranche de parrainage des orphelins pour cette année 2024 qui s'est tenue dans la région de Dikili. La Fondation Douane Zakat a organisé hier la cérémonie de distribution de la première tranche de parrainage à 83 orphelins lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans la ville de l'Unité. Cet événement a eu lieu en présence des responsables de la Douane Zakat ainsi que du représentant du Centre Ar-Rahma qui ont tous souligné l'importance humanitaire du projet de parrainage des orphelins considéré comme l'une des initiatives les plus importantes de Douane Zakat dans le domaine de la protection sociale. Objectif principal de cette initiative étant de fournir un soutien matériel et moral aux orphelins afin qu'ils puissent vivre dans la dignité et contribuer activement à la construction de leur société. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. Nous reviendrons ensuite pour la suite du journal. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous allons à Alisabié, toujours en ce qui concerne la zakat. La Fondation Douane Zakat a procédé à la distribution de la première tranche de l'allocation des orphelins pour cette année 2024. Ce programme a bénéficié à 81 orphelins de la région d'Alisabié. L'opération de distribution a eu lieu au siège du conseil régional en présence de Madame la préfète par intérim, Saïda Wabari, du vice-président du conseil régional, Nour Saïd, ainsi que du chef de service de parrainage des orphelins de la Fondation Douane Zakat, Aden Hussein, de la responsable de la communication Nima Hussein. Cette nouvelle tranche de l'allocation fait partie d'une campagne de distribution plus large qui couvre la région d'Alisabié mais aussi les autres régions de l'intérieur du pays. Et dans une allocution lors de cette cérémonie, la préfète, Madame par intérim, Saïda Wabari, a souligné l'importance de cette initiative dans l'amélioration des conditions de vie des orphelins pour surmonter les défis de la vie. Elle a également donc noté que cette initiative arrive à un moment opportun avec l'arrivée de la rentrée scolaire, allégeant ainsi les charges financières des familles nécessiteuses et favorisant un environnement éducatif propice pour les enfants.
En sport, cette fois sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, le collectif des élus locaux et leaders unis pour le développement durable ont organisé hier au complexe de Roi Fahd la cérémonie de clôture du tournoi de foot intercommune dénommé le tournoi de la paix et de l'amitié. La finale de ce tournoi, tant attendu, a opposé deux grandes communes de Djibouti, à savoir la commune de Belhaus et celle de Balbala. La rencontre a été marquée par une belle performance de l'équipe de Belhaus qui a remporté la victoire sur un score de 2-0. Ce succès a été salué et célébré par un public venu nombreux. La cérémonie de clôture a été rehaussée par la présence de nombreuses personnalités, dont le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, une soirée culminée par une cérémonie de remise de prix et des trophées aux équipes participantes. Cette cérémonie de distinction a été l'occasion de récompenser les performances des équipes et de souligner l'engagement des joueurs pour la promotion des valeurs de paix et d'amitié à travers le sport. Nous allons, Inch'Allah, élargir les tournois de la paix et de l'amitié commune. De l'amitié, tournoi de la paix et de l'amitié intercommune dans ces régions, Inch'Allah. On va clôturer, Inch'Allah, dans la région de l'unité qui sera d'Ikil, Inch'Allah. Donc c'est un tournoi qui est basé sur l'inquiétino minimo al-Wahda, partout à Djibouti, Djibouti-Ville comme dans l'ancienne région. On ne va pas s'arrêter sur uniquement le football, on va essayer de diversifier les actions. Et on allant jusqu'à la natation et l'animation culturelle au bord des plages, Inch'Allah. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais dans les titres, à Gaza, une frappe israélienne sur une zone humanitaire fait une quarantaine de morts et plus de 60 blessés. Ce nouveau massacre de civils de Gaza a annoncé que 40 personnes avaient été tuées, 60 blessés dans la zone d'El Moassi à Khan Younes dans la nuit d'hier, dans une attaque qu'Israël présente comme dirigée contre un centre de commandement du Hamas. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.